Mais dans la note vocale qu'on va vous mettre après, il dit ceci. On m'a donné l'argent pour que je puisse mettre bien les gens de la garde républicaine. Mais moi, j'ai préféré appeler mes frères, c'est-à-dire la gendarmerie nationale, etc., pour se rejoindre, voilà, à la garde républicaine pour qu'on puisse mettre en place ce simulacre-là qu'ils ont eu à faire le 30 août 2025. Ce qui est totalement faux. Parce que... Oui, ça je dis, ce qui est faux. Parce que Oligui n'a jamais appelé les généraux à la présidence pour leur dire que venez, on va faire le coup d'État. Dans quel cours? Il aura menti que venez, je vais vous donner ce que vous a donné votre part. Voilà. Et quand ils sont arrivés là-bas, il les a pris en otage. Voilà, tous les généraux, celui qui n'est pas parti, c'est Nyamakala de la documentation. Il a eu peur, il est resté tapis sur le matin. Vous voyez que dans les premières images, il ne figure pas, parce qu'il n'était pas là. Il a eu peur. Et il a rassuré lui-même, il a appelé. Bon, il ne s'est jamais assis avec les autres corps armés, mais sinon il y aurait eu plein de fuites. Reconnaissez une chose, c'est que sous Kouna, la garde républicaine avait un budget d'à peine 11 milliards. Mais quand Oligui est venu, il a eu plus de 30 milliards. OK? Donc, à la chute d'Ali Bongo, ça avait atteint le pic de 40 milliards. Mais qu'est-ce qu'il a fait de cet argent? Vous devez poser des questions. Il a investi ça dans quoi? Il n'y a pas que ça. Il n'existe aucun coup d'État au monde où toutes les forces de sécurité d'un pays sont d'accord. Sont réunies. Il n'existe aucun. Déjà là, ça aurait attiré l'attention des Gabonais. Il n'existe aucun coup d'État parce que le coup d'État, c'est quelque chose de secret. Donc, ce qui reste secret jusqu'à ce que les opérations se terminent. Alors, le cas du Gabon, on veut nous faire comprendre que tous les généraux se sont réunis pour faire un coup d'État. C'est ce qu'il raconte dans son... Voilà. Il a appelé les généraux. Il a appelé individuellement les généraux qui se sont rendus à la présidence. Et quand ils sont arrivés là-bas, il les a pris en otage. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît, si vous voulez, pour parler. Juste avant, je vais vous donner une information. Avant le fameux coup d'État, la base arrière d'Oligui était la Guinée équatoriale. Donc, et je vous donne une information. Il a reçu plusieurs personnalités en Guinée équatoriale. Il a même reçu certains activistes en Guinée équatoriale. Ouais. Donc, il faut comprendre que c'était la base arrière. Parce que quand on nous dit coup d'État, c'est coup d'État contre qui? Ali Bongo qui est malade ou coup d'État contre sa femme et son enfant? C'est là où toujours que je n'ai toujours pas compris. Mais la réalité des faits est si simple. C'est Sylvia, je le dis et je le répète, c'est Pascaline et comment elle s'appelle? Pascaline Bouranchou qui sont allés donner, qui ont sifflé le nom d'Oligui à l'Élysée. Et je le répète, la preuve, vous avez vu le 21 novembre dernier, vous avez vu comment ça s'est passé. Macron est venu adouber son poulet. C'est tout. C'est pas, il est venu le faire en public, mais c'est quelque chose qui se faisait en privé. Personnellement, je le répète, je connais Oligui personnellement. Oligui n'a ni la force, ni le courage de faire un coup d'État. Et je vous m'explique parfois, quand on avait nos conversations, quand je disais souvent Oligui, oh, regarde ce qui se passe là-bas, il me dit, oh non, je suis militaire. Et lui, ce monsieur nage dans la fourberie depuis longtemps. C'est lui qui a brisé la carrière de Toumpa. Parce qu'il est allé mentir à Ali Bongo que Toumpa allait lui faire un coup d'État. Et Toumpa, le pauvre, a fait 5 ans de prison à cause d'un mensonge d'Oligui. Et il ne brille que par ça. Même aujourd'hui, je vous ai dit ça, je ne sais pas avec qui j'ai parlé hier, j'ai dit même à la présidence de la République aujourd'hui, il y a un problème. Parce qu'il met ses collaborateurs, il monte ses collaborateurs les uns contre les autres. Il a une telle diarrhée verbale, il a une incontinence verbale qui n'arrive pas à se retenir. C'est-à-dire, les autres lui font confiance, lui disent, il y a ci, il y a ça. Lui, il va encore voir l'autre, il m'a dit, il y a ci, il y a ça. Il ne se retient pas, il a une incontinence verbale. Et ça crée un désordre à la présidence. Je ne suis pas là-bas, mais je suis au courant de ce qui se passe. En tout cas, ce que dit Thibault, l'information en Guinée équatoriale, Laurence Ndo était allé là-bas. Ils se sont rencontrés là-bas. Ils ont préparé le coup d'État là depuis. En 2021, 2022, ils se retrouvaient, ils faisaient des réunions là-bas. 2 ans. Voilà. Ils se retrouvaient, elle partait d'ici. Vous savez, moi-même, elle m'avait menti même qu'elle allait en Chine, alors qu'elle allait là-bas. Mais vu que, regarde, le grand Jonas, tu vois leur document, je vous ai dit tout à l'heure, quand ils ont fait sortir notre fait que nous, ils ont dit que non, il ne sera pas poursuivable après, etc. C'est écrit à l'intérieur. Ceux de France, ceux de l'Afrique, etc. On nous dit que ce sont les militaires qui ont fait le coup d'État. La France, les gens de l'Europe font quoi là-dedans, à l'intérieur?
dans le fait qu'ils soient amnistiés. Ils font quoi à l'intérieur, en fait? Ça veut dire que non, il y a des gens, comme Thibaut vient de le dire, les activistes, etc., qui font partie des gens qui ne seront pas poursuivables après la défaite d'Oligui. Mais le Phénix, ce qui est bien, c'est qu'il les a piégés tous. Il les a tous piégés. Parce que maintenant, il y en a qui vont comprendre que leur temps est terminé auprès d'Oligui. Et ils vont le comprendre très vite. C'est-à-dire, il y a autour de Ligui un cercle. Ce cercle-là, c'est le cercle qui a géré Omar. C'est le cercle qui a géré Ali. Et beaucoup, vous voyez aujourd'hui, je vous dis encore quelque chose, beaucoup qui prennent le micro là, qui prennent les micros, qui font les lives, qui viennent mener, qui se retournent maintenant contre Ali, contre Oligui, parce qu'ils ont vu qu'Oligui n'est plus accessible. Parce que ce noyau-là, c'est leur pouvoir, c'est pour eux. C'est eux qui gardent ce pouvoir-là. C'est comme on dit les gardiens du temple. Donc, ils ont dit Oligui, joue d'abord, joue un peu, montre-le, voilà, il a fait ce qu'il a fait, certains se sont dit, oh, c'est notre grand frère, c'est notre yaya, c'est notre tonton. Et tout d'un coup, il s'est refermé. Plus personne n'a accès à lui, plus personne. Et comme il s'est renfermé sur lui-même, c'est là où certains commencent à revenir. Et je vous ai dit que ce n'est pas fini. Parce qu'ils seront nombreux à venir nous retrouver. Oligui va détruire ce pays-là. Et ils seront nombreux à venir nous retrouver. Il faut remarquer, hein, ils commencent déjà à faire des postes. Ils commencent à faire des postes. Pour commencer déjà, parce que dans ce pays-là, les gens ne connaissent rien d'autre que faire renverser leur veste. Les gens ne connaissent rien d'autre. Qui pouvaient savoir que un grand kounabéliste comme Gabé Yalanzel pouvait aujourd'hui dire du mal de ses patrons d'hier? Qui pouvait savoir que les pédégistes aujourd'hui pouvaient se retourner contre Ali? Aujourd'hui, je vois des bâtisseurs, les soi-disant bâtisseurs qui sont là, qui se réjouissent. Mais tu crois que l'UDB, l'Union des bandits, a plus de force que le PDG, qui est implanté dans toutes les 9 provinces? Ça veut dire quoi? L'UDB, aujourd'hui, c'est quoi? C'est un géant au pied d'argile. Il ne tient que parce qu'Oligui est là. Dès qu'à la moindre secousse, ils vont tous partir. Ils vont tous partir. Et ce pays-là est en train de prendre de l'eau avec la complicité de tout le monde. Je dis bien tout le monde, personne n'ose parler. Demain, ils viendront. Et c'est ce que Chambria a fait, hein, d'ailleurs. Quand Chambria était au gouvernement d'Ali, c'est quand Ali a commencé à les mettre de côté qu'ils sont venus dans l'opposition. Ils savent tous, ils ne savent que faire ça. C'est leur métier, ils ne vivent que de ça. Aller d'un côté à l'autre, les gens au Gabon n'ont pas de comment on appelle ça. Quand tu as mis à quelqu'un qui est au Gabon, faut te méfier. Parce qu'aujourd'hui, tu as l'argent, ils te suivent. Ils n'ont pas d'intégrité. Ils te suivent. Quand tu n'en as plus, ils vont de l'autre côté. Je ne vais pas monopoliser la parole. Si quelqu'un veut prendre, allez-y. Non, il y a le truc là. Il n'a qu'à poursuivre l'audio. Une minute, s'il vous plaît. Pardon, une minute. Oui, je voulais renchérir par rapport à ce que disait Thibaut sur la Guinée équatoriale. Et on n'a même pas besoin d'aller de midi à 14h pour comprendre que la Guinée équatoriale était impliquée, parce que dès qu'Oligui prend le pouvoir, il lance l'affaire Mbagné. Et comment on découvre qu'il y a le procès Mbagné? C'est par hasard, hein? On le découvre par hasard. La presse n'en parle pas. On ne nous dit pas que il y a le procès par rapport aux différents territoriales avec la Guinée équatoriale. Le procès se déroule à la Cour internationale de justice. On ne nous dit rien. On apprend ça par hasard sur le net. Et on découvre que finalement, Oligui a maintenu Marie-Madeleine Bouranso comme présidente honoraire de la Cour constitutionnelle. Donc, le deal avec la Guinée équatoriale, c'était quoi? On t'aide à faire le coup d'État, on te soutient, tu arrives, tu nous donnes Mbagné. Parce que rien n'explique le fait qu'Oligui Nguema se soit précipité à relancer le dossier Mbagné. Il a relancé le dossier Mbagné pour asseoir son pouvoir. Oui, pour son accession au pouvoir, pour remercier la Guinée équatoriale. Oui, asseoir son pouvoir, en remerciant. Voilà, pour son implication et tout dans le coup d'État qui a été fait contre le peuple gabonais. Donc voilà, la Guinée équatoriale est complice d'Oligui Nguema. Et je reviens sur l'affaire Mbagné. Dès que ce gars-là sera dégagé, nous allons récupérer Mbagné, Cocotier et Conga. La preuve, excusez-moi, la preuve. L'office le président de la Guinée équatoriale, il ne venait jamais au Gabon en visite officielle. Il est venu au Gabon là récemment, visite officielle. Après combien d'années? Même au Biangema, son père ne venait plus au Gabon. Voilà. Je vais juste renchérir sur ce qu'a dit Owana Winche. Owana Winche, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi et je partage ton avis. En fait, il arrive au pouvoir. Il y a tellement de dossiers. Il y en a tellement. Il va se précipiter à ouvrir un dossier litigieux comme celui de la Guinée équatoriale.
Alors, tout le monde, et je crois que tout le monde ici, personne ne comprend pourquoi cette précipitation. Et comme ce monsieur-là, parce que je vous parle encore une fois que c'est quelqu'un que je connais, c'est-à-dire il va venir, il va te mettre le coup, il va te mettre un coup dans le dos et il va faire semblant de partir. Comme ça, quand il va faire, vous allez dire non, lui il n'était pas là, il était déjà parti. C'est comme ça il agit. En fait, si vous voulez, c'est pour l'avoir côtoyé. Si tu veux, c'est un lâche, c'est quelqu'un qui n'assume pas. Et même demain, il sera capable. Retenez ce que je vous dis. Il viendra dire qu'il n'a jamais géré le Gabon, c'était les autres. Il n'assume pas ce qu'il fait. Il a toujours dit. Non, il n'assume jamais ce qu'il fait. Parce que quand tu assumes, il a été aux côtés d'Ali. Regardez aujourd'hui comment il se comporte. Il fait croire aux Gabonais qu'il est tombé du ciel directement pour le Gabon le 30 août. Il n'assume pas. Vous regardez par exemple Prénoré, Cocotier, tout ça. Quand il a fini de casser, il a fui. Si c'est en Guinée équatoriale ou là. Oh non, le président n'était pas là. Tout ce qu'il fait, il fuit. Et c'est comme ça qu'il est. Il est comme ça, il n'assume jamais ses actes. Même ses comptes bancaires, ses comptes bancaires, tout ce qu'il fait, c'est au nom des prête-noms. Il utilise toujours des prête-noms. Même ses affaires au Gabon, qui sont nombreuses d'ailleurs, c'est sous les prête-noms. Il n'y a rien qui l'appartient. Rien du tout, je précise bien, rien ne l'appartient. Donc, concernant les personnes qui seront amnistiées, moi je reviens dessus, hein, pour que les Gabonais comprennent. Chapitre 1, premier du camp d'application, article 2, sont amnistiés de plein droit, quelle qu'ait été la juridiction compétente, quel que soit leur auteur, co-auteur ou complice militaire ou civil résidant au Gabon ou à l'étranger, à quelles que soient les infractions et les peines qu'elles ont entraînées ou sont susceptibles d'entraîner. Donc ces personnes-là, donc je vous ai dit, il n'y a que les militaires qu'on connaît, mais les gens qui étaient là, à l'étranger ou je ne sais pas où là, où les civils, on ne les connaît pas leur nom, on ne sait pas qui ils sont, etc. Donc tout ça là, c'est que de la mascarade que ces gens-là ont eu à faire le 30 août. Monsieur Pis, poursuivez votre note, s'il te plaît. S'il vous plaît. Un processus électoral pipé, dont les conditions du déroulement ne permettaient d'ailleurs pas l'expression d'une démocratie. C'est en toute liberté et responsabilité que nous avons dit non. Plus jamais ça dans notre beau pays, le Gabon. Un vrai menteur, ce type-là. Un menteur. J'ai vraiment pitié de ceux qui... Pour nous, vas-y, c'est bon. Vas-y, parle. Mets le truc, Pis. Ok. Il a juste... remercier le soutien du peuple qui, de manière spontanée, a adhéré à cet acte patriotique. Notre étonnement est grand lorsqu'on attend certaines institutions internationales condamner l'acte posé par des soldats qui n'ont fait que respecter leur serment sous le drapeau. Sauver la patrie au péril de leur vie. Tu continues, c'est bon? Vas-y. Non, tu peux d'abord t'arrêter là. Tu disais? Tu voulais rajouter, faire une analyse dessus? Voilà, je voulais faire une petite analyse dessus. Ceux qui ont sauvé la patrie au péril de leur vie. Bon, ils ont sauvé la patrie par rapport à quoi? Et ils ont sauvé la patrie de qui? Et de quoi, en fait? C'est vraiment là ma question. Mais c'est normal qu'on les condamne, ils ont fait un coup d'État et ils disent que les institutions internationales n'étaient pas avec eux. Mais c'est normal, c'était un coup d'État, en fait. Vu que les coups d'État, c'est anticonstitutionnel. Ben oui. La charte de l'Union africaine interdit les coups d'État. C'est logique. Mais écoutez Quel simplement... coup d'État qu'on Non. fait sans infusion de SANG? On a vu ça où? Et comme Non. tu l'as dit tout à l'heure, quel coup d'État où tout le monde est d'accord? On a vu ça où? Surtout que nous étions en période électorale. On sortait d'une élection présidentielle qui annonçait Albert Ondossa vainqueur. Exactement. Donc, au lieu de faire un coup d'État qui est anticonstitutionnel, et je suis choqué de constater que lui, il est choqué que les instances internationales le condamnent, il aurait pu tout simplement faire lire les résultats et préserver la République, le fonctionnement de la République. Tout simplement. En quoi est-ce qu'il est venu sauver les Gabonais? Parce que le peuple gabonais n'a pas eu besoin
qu'Oligui vienne faire un coup d'État pour régler le problème d'Ali Bongo. Parce que dans les urnes, le peuple gabonais avait réglé le problème d'Ali Bongo. Ils ont voté massivement contre Ali Bongo. Albert Ondosa était la solution que les Gabonais avaient choisi pour sortir sous le joug d'Ali Bongo ou de la famille Bongo. Lui, il est venu faire quoi exactement? Mais La même seule là, chose qui manquait était la suivante. Quand M. Ndo s'est sorti des urnes, quand il est parti voter, il a dit que l'armée se mette avec le peuple. C'est tout. C'est ce qu'il avait demandé. mais le Phoenix, il faut comprendre. Le Phoenix, Excusez-moi, il faut. Thibaut, Oui. Thibaut, Attends, deux voilà, secondes, oui, s'il te plaît. 2 secondes. De peur que je ne perde mon idée. Vas-y, vas-y. C'est une nouvelle forme qu'on nous amène en Afrique. C'est-à-dire, on a maintenant quoi? Ils savent que s'ils mettent maintenant quelqu'un ouvertement, les Occidentaux, ça va faire trop de bruit. Donc, il faut maintenant nous amener. Et ça, ils ont testé ça pour la première fois avec le Gabon. Donc, on place quelqu'un sous forme de coup d'État. Ensuite, le Gabon, ils ont amené ça maintenant comment tu appelles ça? Le pays de Mbalo, là, comment vous appelez ça? Et ils ont ramené ça maintenant au Bénin pour pouvoir justifier l'intervention des Occidentaux face au pays de l'AES. Donc, ils vont même amener ça au Cameroun. C'est-à-dire, ils ont compris que nous, on a déjà ouvert les yeux. Donc, mais comment on peut faire? On nous a amené ce style-là. Il n'y a pas eu de coup d'État. Jamais eu. Non, on a Et fait ça comme ça juste. On sait que c'est une voilà. leçon du Il n'y palais. en aura jamais. Hmm. Parce que même les derniers résistants, certaines personnes, je crois que si quelqu'un vient là, il essaye de bousculer, il y aura quand même les derniers résistants qui vont faire couler la dernière goutte. Mais celui que vous voyez, ce n'est pas un coup d'État. Il est juste venu pour distraire les gens. Il est venu pourquoi? Regardez, vous allez comprendre. Dans mon analyse, vous allez comprendre ce qui se joue exactement. Vous voyez quoi? Le bois qui traverse tous les jours notre pays, là, dont on ne voit pas les revenus. L'or de Bakoudou à Bakumba, de Minkebe, il y a encore une autre zone là, voilà, qui est exploitée, que nous, moi, on ne voit pas. C'est tout ça. Les tonnes de manganèse qui disparaissent au port, celui que vous avez vu là, ce n'était qu'une infime partie. Les tonnes de barils de pétrole qui disparaissent du contrôle du trésor public, des finances. En fait, il y a des gens au pays qui sont immensément riches. Et ils se disent que si on change de régime, il y aura si on change de système, il y aura une chasse aux sorcières. Donc eux, ils font tout pour que le système reste le même, pour qu'ils continuent à bénéficier de leurs avantages. Très bien. Vous comprenez? C'est pour ça que personne n'a été bougé. Parce que ce sont les mêmes choses. Je vous prends un exemple assez simple. Regardez Comilog. L'ADG de Comilog mouille tout le monde. Je dis bien tout le gotha politico-administratif gabonais. Il mouille tout le monde jusqu'aux officiers de force de sécurité. Ce gars-là, le jour où il tombe, le jour où il fait la prison, s'il ouvre sa bouche, les gens vont crier. Parce qu'il mouille tout le monde. Et il n'est pas le seul. Ils sont nombreux comme ça. Avant, quand on allait chercher l'or là, quand on envoyait l'hélicoptère de la GR aller récupérer l'or un peu partout, qui exploitait un peu partout au Gabon. On accusait Sylvia. Sylvia est partie. On continue à explorer l'or. L'or là, on va toujours le récupérer. Mais il va où? Sachant que le gramme d'or, le kilo, je crois l'once d'or aujourd'hui est à 3 000 €. Le gramme. Ah, comment avec une telle montée du prix de l'or, nous n'avons pas les répercussions dans notre pays? Allez-y comprendre. Oligui, dernièrement, maintenant, il s'est rendu compte d'une chose. Et vous savez, le Chinois Wang qui a été arrêté là, il a été arrêté parce qu'il exploitait la licence qu'on a kidnappé. Il exploitait la licence d'un autre Chinois. Et il s'est fait de l'argent en un temps record dans les jeux. Oligui vient de comprendre ça. Et qu'est-ce qu'il va faire? Comme ce type-là aime tellement l'argent, il vous annonce qu'il va maintenant lui-même régler ça. C'est-à-dire lui-même, il va créer ses sociétés écrans pour maintenant gérer les jeux au Gabon. Il n'a qu'un seul but. Il n'est pas venu pour vous sauver ou faire quoi que ce soit. Il n'a qu'un seul but, c'est d'être parmi les milliardaires de ce monde.
C'est son seul but, être parmi les milliardaires de ce monde. C'est-à-dire quand Forbes donne son classement comme ça, il faut qu'Oligui figure. Mais les milliardaires de ce monde, ce sont des auto-entrepreneurs, ce sont des entrepreneurs. Oligui n'est pas entrepreneur, ce n'est qu'un fonctionnaire. Donc, s'il est milliardaire et qu'il sort à Forbes, il faut savoir que c'est pas le Forbes que je connais. C'est Forbes qu'on Tout à achète. fait. Hein. Il Ok, sera Parce qu'Oligui ne peut pas directement sortir comme à Forbes. Les gens qui étant... sortent à Forbes, ce sont des entrepreneurs. Qu'est-ce qui empêche qu'après il investisse cet argent? Regardez aujourd'hui. Mais il sera jamais la bienvenue. Il sera jamais la bienvenue. Oui, vas-y, C'est vas-y, Je vais revenir sur les propos du discours de Ligui, voilà, parce que nous sommes sur son discours. Voilà. Il a dit quelque chose, il parlait de la pression internationale. Et moi, je voulais dire que tout ça, ce n'était qu'une mascarade. Le Gabon le régime de Ligui n'a véritablement pas subi de pression à l'international parce que c'était un coup d'État organisé par la France. C'est d'ailleurs l'un des premiers coups d'État que je vois en Afrique où la France ne demande pas à ses ressortissants de se mettre en sécurité ou de quitter le pays. Donc c'était une mascarade pour se donner une certaine légitimité. Il n'y a pas eu de pression. On a vu avec le président Yahya Jammeh en Gambie, quand il y a eu les élections, je pense en 2016 ou 2017, il a voulu s'imposer, après avoir reconnu d'abord sa défaite, il a voulu s'imposer, la communauté internationale a décidé d'agir militairement. Il a dû quitter le pays pour aller en Guinée équatoriale. Donc il n'y a véritablement pas eu de pression sur le Gabon. Il n'y a pas eu de pression. Quand on parle de pression, c'est ce que subissent nos frères de l'AES. Il y a une pression internationale pour fragiliser les dirigeants de l'AES. Le Gabon, il n'y a pas eu de pression. Donc c'était pour avoir une certaine légitimité, pour faire comprendre au peuple que voilà, le coup d'État, c'était un vrai coup d'État. On a écouté le discours, je ne sais pas si vous l'avez eu aussi, j'ai écouté le discours de Marine Le Pen à l'Assemblée nationale, qui reproche au gouvernement de Macron la pression mise sur les dirigeants de l'AES, alors que la France a donné son aval pour le coup d'État du côté du Gabon. Et aussi, avant 2 semaines avant le coup d'État, Jean Ping m'appelle à 3h du matin, il va en France et il me dit au téléphone, prépare-toi, tu vas bientôt rentrer parce qu'on va écouter ce que la France va nous dire. Donc c'est la France qui a donné le mot d'ordre parce que Jean Ping, les Mbumba, les Pandou, Charles Mba et autres faisaient du lobbying du côté de la France. Donc quand il parle de pression à l'international, le discours, je pense, c'est du 4 septembre 2023, c'était simplement pour que le peuple puisse croire, en fait, croire au coup d'État, alors que c'était un faux coup d'État. Moi, dès que j'ai vu Oligui le 30 août 2023, dès le 30 août, je suis sorti. Quand je n'ai fermé le micro, les marmites. J'ai dit aux Gabonais, Oligui, c'est le système. Mais les Gabonais ne connaissaient pas qui était le personnage. Les Gabonais aujourd'hui sont en train d'apprendre et ils découvrent qui est Oligui. Je l'ai dit, j'ai reçu des insultes, mais j'ai compris que c'est parce que le peuple est politiquement inculte. Les Gabonais ne connaissent pas les dirigeants de leur propre pays. Donc, c'est la raison pour laquelle cette mascarade est passée. Donc, pour revenir sur les sanctions dont il parle, il y a eu quelles sanctions, quel genre de sanctions? C'est tout simplement un plaisantin. Voilà. Poursuis, s'il te plaît. Non, il y a aussi quelque chose de aussi mentionné. Attends, Thibaut, 2 secondes. Je vais juste mentionner quelque chose. Lors de ma rencontre avec Ping, on s'est croisé à Paris, avant les élections, justement avant la parodie d'élection. Et Ping m'a sorti quelque chose qui m'a laissé glacer. Et je lui ai dit, pourquoi vous ne vous êtes pas présenté à l'élection présidentielle? Il me dit, je ne sais même pas si, quand je suis sorti de là, je suis allé voir un grand, j'ai dit, ce qu'il m'a dit là-bas, il y a quelque chose qui se prépare. Il me dit, je ne sais même pas si l'élection présidentielle aura lieu. C'est ce que Ping me sort, hein. Avant le fameux coup d'État, il me dit, je ne sais même pas, parce que je ne sais même pas si l'élection présidentielle aura lieu. Et quand je sors de là, il a dit sur TV5 aussi, il a dit à la télévision. Non, moi, on s'est vu avant. Il savait ce qui allait se passer. On s'est vu avant ça. On s'est vu à huis clos. On s'est vu. Donc, quand il m'a dit ça, je suis allé voir un grand, j'ai dit au grand, mais ce qui me sort là, il y a une information là-dedans. En fait, sur le coup, je ne comprenais pas l'information. Mais si déjà Ping est au courant d'un coup d'État, allez-y comprendre. Mais Ping doit être au courant. Pourquoi ne serait pas au courant? Est-ce que vous savez que ils avaient un ennemi commun? Un ennemi commun qu'on appelle Sibia Bongo et Ali Bongo. Bref, c'est même pas ça le sujet. Tout à l'heure, vous avez parlé de la manigance. Attends, le grand journaliste, la manigance que les Européens l'ont mis en place concernant les coups d'État qui se passent dans certains pays africains. C'est la même façon qu'ils ont trouvé une solution concernant vous voyez, les bases militaires françaises là. Au lieu d'avoir des bases militaires françaises, ils vont maintenant renverser ça en créant ce sont des formations, ou je sais pas comment ils ont dit là. Ils vont créer maintenant des bases où on forme juste les militaires, par exemple, gabonais,
et ces militaires gabonais, les académies, merci, et ces militaires gabonais vont travailler pour la France. En fait, c'est une manigance maintenant. Comme ils ont su que les Africains sont informés de tout, on sait comment ils fonctionnent. Donc, ils cherchent des moyens pour pouvoir, renverser la vigilance de ces peuples-là. Ok, il y a Jonas qui prend la parole. Vas-y, le grand Jonas. Oui, ce que disait Wanamiche, ce que disait Thibaut tout à l'heure est tout à fait exact. Jean Ping était informé parce qu'ils étaient dans le plan. Mais sauf que dans le plan, Pascaline qui était à la manœuvre avec les Bumba, Chalamba et bien d'autres, avait proposé que l'attention soit assurée par Jean Ping. C'est pourquoi vous avez vu à un moment donné, tous les partisans de Jean Ping étaient très chauds. Ils disaient oui, il va passer, c'est Jean Ping. Or, ils ne savaient pas que les extrémistes altogovains qui s'étaient réunis avaient dit hors de question que ce soit quelqu'un, notre beau-fils, qui vient de prendre cette affaire. Ils ne font plus confiance. Donc, c'était ça. Et quand Emmanuel Macron est parti sous Ali Bongo, c'était pour aller entériner ça, parce qu'il s'était déjà retrouvé le préfet de la France en Afrique centrale, Sassou Nguesso, avait déjà donné des instructions, sauf que Sassou Nguesso était plutôt pour que Maranga Moussavou, pour éviter une contestation, que ce soit quelqu'un du Sud. Maranga Moussavou était même du voyage. Donc, c'est une affaire de bandits qui se sont joués entre eux. Si vous avez écouté Maranga Moussavou parler récemment, là, il dit, c'était moi qui devais assurer la transition. Mais non. C'est pas le vice-président qui va assurer la transition en cas de vacances de pouvoir. Il voulait parler de ce coup d'État qu'ils avaient déjà préparé ensemble à Brazzaville. Donc, Macron est parti à Libreville, il a vu l'État d'Ali, et c'est là où il s'est entendu avec Oligui, avec les autres, les Boranto, et c'est Pascaline à la manœuvre qui connaît bien le carnet qui a le carnet d'adresse de tous les spécialistes de la France-Afrique, qui était à la manœuvre, mais elle voulait que ce soit Pascaline. Plutôt Jean Ping. Donc Jean Ping était confiant, mais sauf qu'on l'a dribblé après. Parce que Jean Ping devait être candidat aux élections, à l'élection présidentielle. On lui a même donné des moyens. Et Ali Bongo a envoyé Ngoulou venir le prendre ici. Mais sauf que quand Ngoulou arrive, Jean Ping dit ok, j'arrive. Et puis au dernier moment, il dit écoute mon petit, moi je suis pas dedans pour faire votre mascarade. Il avait pris son pognon. On lui avait déjà remboursé son pognon. Donc ça s'est passé comme ça, c'est compliqué. Mais vous avez vu que les gars étaient très confiants, mais ils ne savaient pas qu'il devait être roulé dans la farine après. Donc c'était une affaire de bandits qui se réglait en bandits et qui se terminera aussi en bandits. Je suis sûr. Hein? Pour parler de l'affaire en bandit, pour abonder dans le même sens que Jonas dans l'affaire, dans les trucs en bandit, il faut comprendre une chose. Ils avaient besoin, au moment où ça chauffait, d'une personne qui était à la fois du Haut-Togo pour calmer les extrémistes et qui avait calmé les gens du Nord. Parce que ils ont trouvé, ils se sont dit, dans notre sillage, qui qui peut faire jouer ce rôle. Et ils n'ont trouvé personne d'autre qu'Oligui. Parce que c'est lui, c'est comme par hasard, on sort ses origines femmes. Et même avant votre référendum, avant les élections, j'ai fait des lives pour dire à mes frères femmes, attention, ce type-là va vous manipuler. Et il continue toujours à les manipuler parce qu'eux, ils n'ont pas encore compris. Mais je pense que ça va pas. Tu parles des femmes là, c'est les gens. Pardon? Les femmes là, c'est les gens. Donc, quand ils vont comprendre qu'ils sont manipulés et que lui, il a juste besoin d'eux, c'est là où ils vont comprendre, c'est là où eux, ils vont commencer à venir maintenant crier sur tous les toits comme ils savent le faire. Au début, je leur ai dit, faites attention. Ce type est juste en train de vous manipuler. Parce que je ne comprends pas tout ce qu'il est en train de faire. Voilà un président de la République qui, soi-disant, qu'il construit le pays alors qu'il est en train de gérer ses propres affaires. C'est tout le cercle d'Oligui est devenu milliardaire en peu de temps. Je ne compte pas les membres de sa famille. Allez-y, je vous donne une information. Vous, si vous pouvez vérifier, vous allez vérifier. Il y a un monsieur qu'on appelle Kempi. Un quasi-illettré. Un gars qui est dans le Haut-Togo. À l'époque où Oligui était danseur, Kempi a été le propriétaire de la boîte de nuit, le Vis-à-Vis, en Ngoni, pour ceux qui sont arrivés, qui connaissent. Mais c'est Kempi qui a tous les marchés dans le Haut-Togo. Il a tous les marchés, c'est un frère à Oligui, qui a tous les marchés dans le Haut-Togo. Allez-y vérifier. Son petit nom c'est Kempi, je ne connais pas son vrai nom, je me dis toujours je vais chercher son vrai nom. Celui qui a tous les marchés, c'est le frère d'Oligui. Tout le cercle d'Oligui, toute la famille d'Oligui, ils sont devenus milliardaires en si peu de temps. J'apprends même que la foire de Franceville appartient à Oligui. Les stations qu'il va inaugurer partout là, c'est pour lui. Ouais. Il utilise des prêtres, non, parce qu'il a peur de répondre de ses actes au moment venu. Aujourd'hui, j'ai vu que hier ou aujourd'hui, il allait dans le Togo avec une casquette Gabon d'abord. Mais les gars, soyons sérieux.
C'est celui-là qui est venu en France nous expliquer, ici en France, sur l'esplanade, la salle où il avait fait son show là, qu'il a 3 enfants américains qui ont la nationalité américaine et 2 enfants qui ont la nationalité française. Celui même qui l'a dit, regardez les vidéos. C'est lui qui va vous parler de Gabon d'abord. Celui-là qui a tous ses comptes bancaires offshore à l'étranger. C'est lui qui va dire Gabon d'abord. C'est celui-là qui va s'acheter des appartements aux États-Unis. C'est lui qui va venir vous dire Gabon d'abord. Mais d'équipe se moque-t-on, les gars? Très bien. Le grand Thibaut, il faut qu'on avance avec... on a deux audios à mettre. Hein. On va remettre comment dire, quand les gens vont intervenir, on vous donne 2 minutes pour que ça ne soit pas trop long. Peace. Poursuit. Monsieur Gervango, monsieur Mouang, madame Tat, si vous avez des choses à dire, vous écrivez en commentaire, on vous donne la parole. Bien vous ouvrez le micro. Comme ça, on vous donne votre temps de parole. OK? On a deux notes, une de 20, une de 30. Donc, vas-y. Ok. Allez, connexion. Et c'est bon. Côté de l'oppresseur. Nous, forces de défense et de sécurité, nous avons choisi d'être du côté du peuple et de la liberté. Comme le général de Gaulle jadis pour la France. Chers compatriotes, la Constitution est le texte fondateur d'un État. Elle consacre ses institutions, ses procédures particulières. Or, ces mécanismes de représentation n'arrivaient plus à mettre notre sécurité en situation de suivre. Il est donc important que les Gabonais de toutes les couches s'accordent pour adopter une nouvelle constitution par référendum. Ainsi qu'un nouveau code électoral. Il n'y a rien. Ok, on y va. Et un code pénal fiable. Bon, puisque vous l'avez intervenu, moi j'interviens. Code constitution, il y a un souci. C'est-à-dire qu'une nouvelle constitution, on a la nouvelle constitution aujourd'hui qui ne sert pratiquement à rien. C'est-à-dire qu'en gros, nous avons des citoyens de seconde zone et des citoyens de première zone, comme le CTRI par exemple, qui sont exemptés de tout délit. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est au niveau de la présentation à la présidence de la République. On tient compte de l'âge. C'est-à-dire qu'en gros, on nous met des âges pour pouvoir empêcher à certaines personnes de se présenter aux élections. Donc, il y a de la discrimination même dans la Constitution, en gros. Donc, en quoi cette nouvelle Constitution vient pour donner plus de droits aux Gabonais? On n'a pas le droit de manifester. On est obligé de leur demander l'autorisation, ce qu'on n'avait pas avant. C'est-à-dire qu'avant, on informait juste la préfecture de police. Là, maintenant, on est obligé de demander une autorisation. Donc, en quoi c'est qu'ils ont apporté de nouveau à améliorer les conditions des Gabonais? Au niveau électoral, puisqu'il en a parlé, le code électoral, aujourd'hui, on a dit que c'était une personne, une procuration. On a une personne, 30 procurations. On a des gens qui sont venus voter, qu'on appelle maintenant sur FaceTime. Donc, ça dit que ce n'est même pas dans le code électoral. Mais on nous a balancé ça. On a des bureaux de vote où les gens partaient comme ça, faire du désordre. Au niveau des papiers, même les papiers n'étaient pas signés par les candidats. Donc, il y a plein d'anomalies, d'irrégularités, et on dit que les gens ont voté. Et ça nous a coûté combien d'argent tout ça? Beaucoup d'argent. Les papiers n'étaient même pas, avant, tu parles des papiers, n'ont pas été signés par des candidats. La Cour constitutionnelle elle-même, elle n'a pas signé sur les fiches, comment on appelle ça? Comment? Électoral. Oui, ils n'ont pas signé en fait. Mon Dieu. Donc, même ils ne respectent même pas ça. Donc, en quoi tout ce qu'ils Ils disent qu'ils n'avaient pas le temps. Ils n'avaient pas le temps. Ok. Voilà. C'était juste ça quand même parce que... Ouais. Et sans oublier, on a dénoncé, excuse-moi, concernant la constitution gabonaise, là, qu'il a dit qu'on devait faire une nouvelle constitution. C'est pas la même constitution qu'on dénonçait que Ali Bongo avait tous les pouvoirs, sans que ça ne soit écrit. Mais lui, il est venu faire quoi? Il est venu appliquer ça. Vu que on est quitté du régime, comment on appelle ça? Semi-présidentiel au régime autoritaire. Il a tous les pouvoirs. Et le pouvoir législatif ne peut même pas en fait
faire la procédure d'impeachment à Oligui Nguema. Et qui ne Donc, on a vu ça où? Parce que le général de Donc, Gaulle... ils ont mélangé le régime semi-présidentiel et le régime dictatorial. Ils ont tout mélangé. Même le régime, là, on ne connaît même pas ça. Ça n'existe pas. Il a tout mélangé. Tous les régimes. Vas-y, puisse. Ils garantissent. Il faut aussi préciser, excuse-moi, Oui. il faut aussi préciser qu'à l'époque de Pharaon Ali Bongo, il avait accepté un mandat présidentiel de 5 ans. Le libérateur Josué est venu, il a imposé aux Gabonais un mandat de 7 ans. Et dans l'euphorie, le peuple a accepté. Donc voilà, une preuve que ce gars-là, c'est un voyou, c'est un rusé, comme il a dit. Il préfère la ruse à l'intelligence. Bref, poursuivons. Et oublie, il faut rajouter Wanawiche. Ils ont mis mandat successif, qui n'est pas successif, mais consécutif. Donc, Oligui Nguema peut faire 2 ans. Il laisse la place à quelqu'un d'autre après 2 ans. Et il revient après. C'est ce qui est écrit là-bas. Hein. Donc, comme aux États-Unis. Il va changer la constitution, il va continuer. Il va changer. Vas-y, voilà, il va changer la constitution. C'est un voyou. Vas-y, Peace. Chance. Notre pays, le Gabon, mérite des institutions fortes, crédibles, une gouvernance assainie, plus en phase avec les normes internationales en matière de respect des droits humains, des libertés fondamentales, de la démocratie, de l'état de droit. Ok. Je souligne L'état de droit où la justice est instrumentalisée par Oligui Nguema. C'est Oligui Nguema qui prend des décisions. On a vu la vidéo où Monsieur Minan, ainsi que la belle-sœur d'Oligui Nguema et la procureure de la Cour pénale, ils sont allés chez Monsieur Ali dire qu'ils sont venus sous l'instruction du président de la République. C'est ça l'état de droit? On a aussi vu le procès de Sylvia Bongo, où le procès était orienté, les autres revenaient du haut. C'est ça l'état de droit? La DGSS torture. L'état de droit, c'est la séparation de pouvoir. C'est ça qui fait l'état de droit. Donc, l'exécutif ne peut pas aller empiéter le judiciaire. Et le judiciaire ne peut pas aller empiéter l'exécutif. Vice-versa. Au Gabon, l'exécutif est partout. Il est au pouvoir législatif, judiciaire, il est partout. Il n'y a pas d'état de droit au Gabon. Donc, toujours pour vous dire que non, tout ce qu'il raconte, c'est pas ce qu'on veut aujourd'hui. Vas-y, moi, David. Nous avons la constitution de 1990 qu'il aurait pu simplement ramener si véritablement il était venu pour établir des institutions fortes, parce que cette constitution est issue de la conférence nationale. Alors que la constitution qu'il a imposée aux Gabonais est une constitution tyrannique qu'il a rédigée avec ses amis. Ils ont organisé un simulacre de dialogue avec des personnes qu'il a lui-même sélectionnées. Ils ont monté une constitution qui lui confère tous les droits. Il est un président hyper puissant. C'est une constitution, voilà, une constitution totalitaire, totalement. Parce que le gars, il contrôle le pouvoir judiciaire, il contrôle le pouvoir législatif, il contrôle l'exécutif. Le Gabon aujourd'hui est devenu, mais le Gabon est en train de sombrer totalement dans le totalitarisme. Il a fait le coup d'État, il a dit aux Gabonais, je viens restaurer les institutions. Déjà, j'avais plusieurs fois interpellé sur ce terme, restaurer. Il n'a pas annoncé qu'il venait instaurer, il venait restaurer. Mais voilà. Donc le gars, il a même pas le mot adéquat en fait. Le restaurer, voilà, c'est pas bon. Et je l'avais dit, j'avais dit aux gens, j'avais attiré l'attention de l'opinion en disant, en politique, le terme restauration des institutions signifie le retour au pouvoir d'une dynastie qui avait été déchue. Et on a constaté que... Il devait dire restructurer, c'est ça? Instaurer des institutions, parce que lui, il a fait croire aux Gabonais que le problème, c'était les institutions. Alors qu'en réalité, le problème de notre pays, ce sont les hommes qui dirigent nos institutions. Donc, il a fait croire aux Gabonais que c'était le problème du pays était institutionnel. Donc, il est venu et il impose aux Gabonais une constitution de tyran. Il faut dire une chose, si vous me permettez. En fait, la constitution n'a pas été... La constitution, et je l'ai dit, j'ai fait le live là-dessus, je l'ai expliqué. La constitution a été écrite bien avant par des constitutionnalistes français qu'on a fait venir. Ce n'est pas nous qui l'avons écrite. Je l'ai dit avant le référendum. Cette constitution avait été écrite par des constitutionnalistes français et vous avez vu, pour étayer ce que j'ai dit, vous avez vu que toutes les recommandations qui ont été faites comment on appelle, lors du dialogue, aucune n'est rentrée dans la constitution.
Autre chose, les gens criaient, oh, on a enlevé ça, on a enlevé ci, on a enlevé ça. Ils n'ont rien enlevé. La Constitution a été écrite comme ça et ils l'ont mise intacte comme elle a été faite. Voilà, il n'y a pas eu de constitution écrite, elle a été faite bien avant le dialogue. Le dialogue, c'était juste pour, c'était juste pour justifier la constitution, cette constitution-là. Mais sinon, elle a été écrite avant et elle a été imposée telle qu'elle a été écrite. Thibaut, on sait que ce sont les réseaux Focard qui rédigent les constitutions dans les enclos coloniaux africains. Notamment, on a vu avec le discours de Monsieur Déby avant son décès qui avait révélé qu'il avait envie de partir. La France envoyait ses constitutionnalistes pour rédiger la constitution. Bon. Nous, on parle du dialogue. Évidemment que le simulacre de dialogue avait pour but de faire passer cette constitution qui avait été faite pour l'individu Oligui Nguema et non pour le peuple gabonais. Parce que la constitution, c'est la Bible d'un peuple. Voilà, c'est la base d'une nation. Voilà, c'est ce sur quoi on s'appuie pour régir la société. Mais Oligui et la France et ses soutiens français ont conçu une constitution pour ses intérêts à lui. Et ça aussi, c'est une raison pour nous. Voilà, voilà quelque chose qui doit nous motiver à nous battre pour dégager ce gars-là, parce que il nous faut une constitution forte. Jerry Rawlings, qu'il a cité dans son discours, a fait un coup d'État au Ghana, mais ensuite il a remis le pouvoir aux civils. Il a constaté que les mêmes choses se pérennisaient. Il est revenu faire le coup d'État. Il a éliminé tous ceux qui étaient responsables des maux du Ghana. Et le Ghana aujourd'hui est un exemple de démocratie, un exemple de gouvernance. Donc aujourd'hui, nous devons nous lever pour dégager ce gars-là, parce qu'il a menti au peuple. Il a fait croire au peuple qu'il venait pour mettre en place des institutions fortes, mais il a fait tout le contraire. Parce que lui, c'est Machiavel. Parce qu'il préfère la ruse à l'intelligence. Donc nous devons le dégager. J'ai vu des hashtags Oligui démission et nous devons également lancer ce hashtag-là, faire des affiches pour appeler à la démission d'Oligui Nguema. Nous devons nous lever, nous mobiliser pour qu'il dégage. À la fin de la journée, Oligui, on doit dégager. En 2026. La constitution dont vous faites allusion là, vous pensez qu'elle a été écrite par les Français? Je ne pense pas. Parce qu'avec les fautes et on appelle ça comment? Les articles se mélangent. Mais les Français c'est des Gabonais et Dungé. Dès lors, je vais vous dire, c'est dès lors. Qui sont venus soutenir Oligui, qui ont écrit ces constitutions là. Les Français ne peuvent pas écrire la bêtise qu'on a de nos Gabonais le 16 novembre. Jamais. Dès lors, Biogé, il se vante d'avoir contribué à écrire cette constitution. À côté de lui, vous avez Rosatanga Rigno. Peut-être qu'ils se sont appuyés sur des exemplaires français ou bien sur des canevas, ils ont suivi des canevas, mais on connaît qui ont fait ça. Nelly, tous ces gens-là sont des petits qui sont formés depuis la France. Laurent Sandor, Delors Biogé, Charles Mba, comment il s'appelle le petit frère là qui était ministre des Finances là, Maïs Mouissi. Tous les enfants qui sont revenus de France là, comment elle s'appelle la ministre là, Robocop là, Tuntum Camélia. Ce sont des enfants cooptés depuis là-bas, qui sont rentrés dans la franc-maçonnerie depuis la France. Ils rentrent là-bas dans les réseaux maçonniques, on les envoie diriger le Gabon. Donc oui, il y a eu l'implication, et moi je ne veux pas dénier la participation de nos compatriotes, mais il y a forcément eu l'implication de la France. Parce que quand on écoute le discours de Macron au Gabon, on comprend tout de suite que, et on compare avec les discours d'Oligui, on comprend que ce qu'Oligui prononce souvent, c'est dicté par la France. Réécoutez attentivement le discours de Macron au Gabon. Vous allez retrouver certains propos d'Oligui à l'intérieur. Effectivement, ce que tu dis est vrai. Mais nous tous, nous avons lu cette constitution-là. Les articles s'entremêlent. L'article 16, ça va dans l'article 25. Je vous dis que non, il n'y a que les totos qui peuvent écrire ça. Un Français qui a appris ne peut pas écrire ce genre de torchon. Je vous dis la vérité. On a fait peut-être 6 mois, 4 mois sur cette constitution en train de lire, oui, on a détecté beaucoup d'incompréhension. Moi, je vous dis que ce sont vos Gabonais là, qui vont même pas à l'école, qui vont vers l'école. Bon, on va pas s'attarder dessus. Peace, tu peux poursuivre la merveilleuse vidéo. On y va. Le Gabon est un pays indivisible dans sa diversité, de ses cultures, sa complexité ethnique et sa géographie. L'unité de notre peuple doit toujours... Attendez, je vais donner une info. Je vais donner une info. Puis ça attend un peu. Une parenthèse. Ce que vous appelez tour H là, ce pourquoi vous bombez le torse là. Vous savez, H, à quoi ça fait référence? Ça fait référence à Hassan, le patron de Brico Rama. Ok? C'est lui
le propriétaire des cités administratives, c'est Oligui, et dans ses magouilles avec ses Libanais, ses copains. Ce n'est pas pour vous. La seule chose que vous allez bénéficier de là-dedans, c'est les photos que vous irez faire là-bas. La tour H là, elle est en train d'être transformée en tour O. D'ici là, vous verrez que ça ne s'appellera plus tour H. Tour O. Beaucoup de Libanais, Syro-Libanais que tu vois au Gabon sont des prêtres, non des hommes politiques. Ils font dans le blanchiment de capitaux. Attention, beaucoup de Mais bien sûr, mais quand je dis que c'est le monsieur de Hassan de Bricorama, il est en association avec Oligui, il peut être le prêtre non d'Oligui, Voilà. mais ça n'appartient pas à l'État gabonais, ce que j'ai envie de dire. Je le dis depuis longtemps pour abonder dans le même sens. Pour abonder dans le même sens que toi, je l'explique depuis longtemps. En fait, j'explique que vous voyez les bâtisses qui sont en train d'être faites. Il y a un homme d'affaires asiatique. Je ne connais pas son nom, m'a donné son nom, je n'ai pas retenu. Et puis, il y a un autre Libanais. Et j'ai expliqué, je vais encore aller. À la démocratie, ça a été donné à des Turcs. Ce sont les Turcs qui sont à la démocratie. Et au centre-ville, il y a le Libanais et un autre homme d'affaires asiatique. Je ne sais pas si c'est chinois ou japonais, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas l'État gabonais qui construit ça. Et pour Ce n'est pas l'État gabonais. Ce n'est pas l'État gabonais, je l'ai dit. Mais vous aussi, avez-vous déjà vu dans un pays qui se respecte, voilà, un État construit les buildings. L'État ne construit pas les buildings, ce sont les investisseurs qui viennent construire les buildings. Attends, je vais aller plus loin. On a juste rénovation à côté. On est incapable depuis des années, depuis plus de 15-16 ans, de retaper rénovation qui nous a été donnée par les Asiatiques. Et on va maintenant mettre la priorité sur ça. Vous voyez déjà que ce n'est pas la même chose. Autre chose, j'ai expliqué ici et je réexplique peut-être que vous voyez tous les terrains que Oligui est allé détruire, que ça soit au Carrefour SNI ou que ça soit derrière l'Assemblée et tout ça, Plaine Oreti et tout ça. C'est-à-dire les Libanais, les Libanais sont allés voir Oligui pour dire ces terrains nous appartiennent. Oligui a dit comment ça, ils ont expliqué. Donc voilà, on avait même donné l'argent à Ali pour casser. Ali a pris l'argent, mais il n'a pas fait le boulot. Oligui a dit, ok, cette affaire, moi je ne connais pas. Vous me mettez l'argent et je casse. C'est comme ça qu'ils ont mis l'argent. Oligui a pris cet argent et il allait casser et il continue à casser. Monsieur Ongo est descendu. Oui, je te dis qu'il y a il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, non, c'est parce qu'il est resté là longtemps, il n'a pas eu la parole. Je peux comprendre qu'il soit exaspéré parce qu'il est resté là longtemps, on ne lui a pas donné la parole. Donc, je leur ai dit s'ils veulent parler, ils n'ont qu'à ouvrir le micro. Donc, voilà comment on se retrouve aujourd'hui. Et il n'a pas fini de casser. Hein. Il n'a pas fini de casser. Il y en a même ses proches à lui, vont casser les maisons des gens et ils vont continuer à casser avec comment on appelle ça, des fausses attestations ou des faux titres fonciers. Ils vont casser parce que le peuple que tu vois là n'a pas encore compris que ils sont arrivés à un moment où ils sont gérés par des brigands. Le mot n'est pas fort, ce sont des brigands. Parce que ce qui les intéresse, c'est tout ce qui appartient aux autres. Et ils n'ont pas fini. Parce que tu vois, quand on casse, on a parlé, c'était quand hier. J'ai dit, attendez, vous allez aller casser les PK, soi-disant, vous allez mettre le flyover. Mais vous connaissez c'est quoi un flyover? Un flyover ne tient que sur des autoroutes. 2 fois 4 voies ou 2 fois 5 voies. Bon, maintenant, vous allez les mettre à quel niveau? Donc, quelqu'un vient de Libreville, dans la boue. Il arrive sur le flyover, il monte, il descend, et il retourne dans la boue de la nationale. Est-ce qu'il n'était pas plus judiciable d'abord de terminer la nationale, l'agrandir et après placer le flyover? Est-ce que vous comprenez quelque chose même dans la logique de ce qu'ils sont en train de faire? Simplement parce que ces terrains sont en bordure de route et vous allez voir dans quelques temps, les Libanais vont venir mettre leur magasin là. Vous allez voir, c'est en bordure de route, on va sur la nationale, tout le monde, quand on vient et tout ça, on passe par là. Vous allez voir que les Libanais, il n'y aura aucun flyover dans 2 ans. Si vous voulez, refaisons, je vous donne même la parole, on refait un autre live dans 2 ans. Il n'y aura aucun flyover là. Ne venez pas raconter n'importe quoi. Oligui va tomber dans bientôt. Donc, ce que tu dis là, ça ne verra pas le jour parce que même les Libanais là, ils vont fuir le Gabon. Oligui va tomber bientôt. Ça n'arrivera même pas un peu, mon frère. Apprêtons-nous à l'exercice, s'il vous plaît. On va faire circuler un peu la parole. Hein. Puis, allons-y. Poursuivre. Moi, je vous ai dit tout à l'heure, vous voulez intervenir. Vous ouvrez votre micro, vous parlez. La grande tante, vous prenez la parole. Mais 2 minutes, pardon. On a encore 50 minutes là de vidéo. Oui, Félix, s'il te plaît. C'est Rekula que je connais. C'est le gars Rekula qui est là, apparemment. Donc, abonnez-vous sur son compte. C'est moi. Oui, c'est lui. Vas-y, poursuis ton truc. L'autre compte a sauté. C'est moi. J'ai créé un compte spam. Vas-y. Un deuxième, en fait. Vous ne parlez pas. Mais la vie de truc. C'est bon. Oh.
C'est bon, je pensais qu'il y avait... C'est bon, je lance. Doit toujours être la condition essentielle pour l'exercice de nos libertés fondamentales. JVR, personnellement. Tu ne peux pas éveiller personnellement parce que tu as divisé les Gabonais. Tu as dit que ce sont les Gabonais qui sont binationaux, qui sont responsables de tout le mal du Gabon. Mais ce n'est pas eux qui sont venus voler tout ce qui se passe au Gabon parce qu'il y a les voleurs aussi, il y a les nationaux. Laisse couler la note. Non, je dis quand même parce qu'il doit... On va dire après, on va faire quelque chose. Écoute. On a mis Attends d'abord. On va faire quelque chose. Tu fais couler là. Il reste combien de minutes là? Il reste à peu près 6 minutes. Voilà, donc tu fais couler 3 minutes et tu coupes, tu demandes est-ce qu'il y a quelqu'un, une personne a quelque chose à dire. Si personne ne se lève, on poursuit. D'accord, donc vous prenez des notes en même temps, vous prenez des notes par rapport à la partie. Ils vont en prendre ça, vas-y. Pour intervenir. Allez, ok, merci, on y va. Durant toute la période de transition. De même, je m'engage à ce que les relations séculaires entre les Gabonais et nos frères étrangers soient toujours des relations de grande amitié, de tolérance et de la concorde. La politique et l'administration dans un pays sont des domaines de la souveraineté nationale. Le dire n'est nullement de la technophobie. Oh, de la technophobie. Quel toto, tu es un toto? Depuis quelques jours, le Comité pour la transition et la restauration des institutions a entrepris des consultations avec toutes les forces vives de la nation. Les préoccupations soulevées sont légitimes et limpides. Aussi, avec le gouvernement qui va être mis en place dans quelques jours, composé de gens expérimentés et de personnes à la compétence avérée. Qui avait la compétence avérée? C'est ce que j'ai vu là. À donner à tous des raisons d'espérer à une vie meilleure. Ici et maintenant, je m'engage solennellement à ne ménager aucun effort pour qu'à l'issue de cette transition, notre pays, le Gabon, soit doté d'institutions fortes, démocratiques et crédibles. Il apprend à lire, hein? Stop là. Est-ce que les gens veulent intervenir par rapport à ça? Il dit que le gouvernement qui... Non, 2 minutes, le gouvernement qui sera formé d'hommes expérimentés. Et est-ce qu'il peut nous dire l'expérience qu'avaient les ministres qu'il a pris dans la diaspora? Est-ce qu'il peut nous expliquer ça? Ils sont expérimentés en quoi? C'est tout? Quelqu'un d'autre? Au-delà de l'expérience, moi j'aimerais savoir le résultat de tout ça après. Parce qu'ils sont arrivés, la dette était autour de 7 000 milliards. On est à 3 ans plus tard quasiment. Ils nous expliquent qu'ils ont payé, ils ont remboursé autour de 3 000 milliards. Donc normalement, la dette aurait dû être divisée par 2 à l'heure actuelle. Sauf que quand on regarde le compteur, il affiche près de 8 600 milliards. Bon, à quel moment il justifie la compétence pour laquelle il a fait venir tous ces gars-là? À quel moment il justifie lui-même sa propre compétence pour qu'on comprenne finalement la pertinence de le laisser aller même au bout de 7 ans, puisqu'il même nous a donné une porte en disant si vous sentez que je ne fais pas bien, vous me chassez. Est-ce que ce n'est pas l'heure aujourd'hui de se dire à moins de 2 ans, tu as déjà à la limite fait un peu plus au-dessus de 30% de ce qu'Ali a fait en termes de dette en 14 ans. Toi, c'est en 2 ans que tu fais ça. Donc si on est déjà autour de 20% de l'élévation de la dette, est-ce que vous pensez que si on fait 7 ans, voire 14 ans, on va se retrouver avec une dette au niveau de combien? C'est-à-dire que nous tous là, on sera tous des locataires au Gabon parce qu'on aura hypothéqué tout le pays pour pouvoir rembourser les dettes. Donc, à partir de quel moment il justifie sa propre compétence, puisqu'il a mis son expérience en avant? Il a dit que les critères sur lesquels il recrutait, c'était l'expérience et la compétence. Voici le résultat de tout ça, parce que on ne peut juger de la pertinence d'une gouvernance qu'avec les chiffres. Les logements sociaux, on n'a pas vu. L'hôpital, on n'a pas vu. Les routes, on n'a pas vu. L'école, on n'a pas vu.
le panier de l'aménageur, on n'a pas vu. Lui-même, factuellement, quels sont les éléments pour lesquels il peut nous convaincre aujourd'hui qu'il est l'homme de la situation? Parce que c'est là, en fait. Chez les autres, quand on voit la situation de pourrissement, quand on n'est pas à la hauteur, généralement, la personne elle-même, à cause des sondages, elle finit par partir. Le cas de François Hollande, il avait la capacité de se représenter à une deuxième élection. Mais à cause des chiffres qui affichaient au rouge, il s'est dit, c'est-à-dire que les gens ne comprennent pas où il veut amener le pays. Les résultats escomptés n'étaient pas à l'heure. Il a décidé de ne pas être candidat alors qu'il pouvait être candidat pour une deuxième fois. Ça s'appelle de l'intégrité, ça s'appelle de la dignité. Toi, tu es venu, tu as dit que tu venais restaurer la dignité des Gabonais. Tu es venu, tu as dit que tu venais nous redonner une certaine fierté aujourd'hui. Voici tes propres chiffres, alors qu'on n'est même pas à la moitié de ton mandat. Qu'est-ce qui peut justifier qu'il veuille rester encore au pouvoir aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut justifier qu'on ne soit pas, nous, Gabonais, en train de demander son départ dès maintenant? Voilà. Merci beaucoup. Quelqu'un veut renchérir? Une minute? Oui, je vais renchérir juste un peu avec les chiffres. Ok, une minute. Allez-y, monsieur Thibault. Je vais renchérir. La dette au 9 2023. Donc, le 9, c'est quoi? C'est octobre, c'est ça? Elle était de 7 000 milliards. Actuellement, elle est de 8 600 milliards. Ils nous disent aujourd'hui qu'ils ont réglé 3 142 milliards. Donc, quand vous faites 8 600 milliards, la dette aujourd'hui, moins la dette en 2023, 7 000 milliards, plus 3 242 qu'ils ont réglé, vous voyez que ça fait quoi? 9 c'est septembre, pardon. Pardon? 9 c'est septembre. Oui, 9 c'est septembre. Octobre. Ok, d'accord, ouais. Ouais. Donc, quand vous voyez, si tu fais 8 600 moins 7 000 plus 3 142, ça vous fait 4 742 milliards, les chiffres n'y sont pas. Vous voyez bien que on est en train de nous mentir. Donc, ça veut dire qu'ils ont réglé quoi? Ils ont réglé quoi? 4 742 milliards empruntés en 2,5 ans. Donc, en moins de 2 ans et demi, en 2 ans et demi de régime, ils ont emprunté 4 742 milliards. Est-ce que vous trouvez ça normal? Parce que je vous ai dit, et je le répète, que donner le pays à ce type-là a une appétence pour l'argent que personne d'entre nous ici n'imagine. Ce gars-là, j'ai alerté depuis le début que donner les clés du pays à cet homme-là revient à donner les clés d'un poulailler à un renard. Tout ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Regardez, depuis qu'il est arrivé, conseil des ministres sur conseil des ministres, donnez-moi un seul qui parle du bien-être des Gabonais. Merci, monsieur Thibault. Félix, je vais rajouter un aspect, parce que c'est important, on parle des chiffres. Allez-y, une minute, hein, on va poursuivre. Okay. On a encore beaucoup de temps. C'est vraiment de l'argent emprunté dans l'eau. C'est-à-dire que cet argent se retrouve dans les poches des individus, notamment ceux qui ont géré la transition. Pourquoi? Parce que au lendemain du coup d'État, il y a une task force qui a pour but d'aller mettre en lumière tous ceux qui ont reçu l'argent sous Ali et qui n'ont pas mené les travaux au bout. Si les gens ont reçu l'argent sous Ali, ça veut dire qu'Ali avait déjà financé tous les projets que finalement eux ont amené, enfin qu'ils disaient pouvoir amener à la fin. Non seulement on n'a pas les résultats de la task force, mais tous les chantiers qui sont lancés actuellement, qui sont en cours actuellement, ont été probablement financés par Ali et entièrement. Mieux, il y en a qui ont reçu de l'argent pour des chantiers qui n'existaient que dans les fantasmes. Ils ont récupéré cet argent-là, paraît-il. Et donc, il ne peut pas justifier les emprunts par le fait qu'il y ait des chantiers en cours, puisque ce sont des vieux chantiers qui avaient été financés, conformément à ce qu'eux-mêmes ils ont dit au lendemain du coup d'État. Donc, s'il y a des emprunts supplémentaires aujourd'hui qui ont ramené la dette à près de 8 600 milliards, donc près de 4 500 milliards supplémentaires, ça sous-entend que c'est de l'argent qui a été utilisé dans toute autre activité que le bien-être des Gabonais, que l'investissement pour le développement du pays. Qu'on ne nous brandisse pas le fait qu'il y a des chantiers, puisque les chantiers ont été financés par les budgets. Vous avez dépassé vos 1 minute, monsieur Giovanni. Hein? Je finis par là, merci. Vous voulez changer le Gabon, il faut respecter le temps. Laisse-le développer. Vous voulez changer le Gabon, vous devez respecter le temps parce qu'on a encore 50 minutes devant. Il y a des gens qui n'ont pas encore intervenu, s'il vous plaît. Soyons organisés. On ne refuse pas. Les chiffres qui donnent sont très importants. Parce que les chiffres qu'il donne sont très importants. Il a dit quelque chose de très important. Normalement, tous les marchés qu'il a trouvés avaient déjà été financés. Il y a des marchés qui sont financés sur 1 an, sur 2, sur 3, sur 5 et même sur 10. Kali avait déjà financé. Un exemple. Le tribunal de Toum avait déjà été financé. Les marchés avaient déjà été financés.
Et pour rejoindre Giovanni, ce qu'il dit, ils ont juste fait de la surfacturation. Et on se retrouve là. Et ce que Giovanni a dit, c'est quoi? On se retrouve avec de la surfacturation pour l'intérêt d'Oligui et ses amis. Merci. Merci beaucoup, monsieur Thibault. Peace. Ok. Donc, moi, je voulais juste revenir sur la partie liée à l'armée. Puisqu'il a dit que c'est des Vous ne revenez sur rien. Mettez la vie de le truc. Moi, il a dit que c'est des postes réservés aux Gabonais, non. Non, Mais poursuivez. Vous êtes là juste pour mettre quelques notes. Avancez, monsieur. C'est bon pour pouvoir accéder les Gabonais. Ben oui, il faut en parler. Oui, on va en parler. C'est pas à vous d'en parler. Vous êtes là juste pour mettre l'audio. C'est Allez-y. dictature, hein. On provoque. Non. Le temps, pardon. On n'est pas là pour rigoler. Ah, vas-y, avance. J'en peux plus. Alors, on y va. International. On dit que les relations entre États sont au-dessus des personnes. Autrement dit, les hommes passent, les États demeurent. Le Gabon a été un des membres fondateurs de nombreuses organisations régionales et sous-régionales. Il entend à ce titre jouer pleinement son rôle dans le concert des nations. Peuple gabonais, aujourd'hui, les temps heureux rêvés par nos ancêtres arrivent enfin chez nous. Il faut donc un changement profond issu de notre réflexion commune. C'est pourquoi j'instruis déjà le futur gouvernement à réfléchir sans délai sur les mécanismes à mettre en place afin de faciliter le retour au pays de tous les exilés politiques, rétablir la bourse pour les élèves du secondaire. Une petite pause, s'il vous plaît. La bourse qu'ils ont coupée. Le papa dit, pour faciliter le retour des exilés au pays, l'objectif c'était de nous faire entrer nous tous, pour nous museler. Et aujourd'hui, vous constatez que le peuple n'a plus de véritable voix, de véritable leader pour porter ses cris. Ils ont muselé la quasi-totalité de la classe politique. On n'a plus de société civile. Nous n'avons plus de véritable opposition. Regardez, l'opposition aujourd'hui, les partis politiques, tous sont quasiment affiliés à Oligui Nguema. Donc c'était ça le piège. Il fallait faire entrer tous les enfants du Gabon pour que les Gabonais n'aient plus des gens à l'extérieur qui portent leur voix. Mais Dieu merci, ce plan a échoué. Ils ont fait un reportage à la télévision où on a montré de nombreux leaders politiques. Et ils m'ont mis à l'intérieur. Ils se sont dit, bon, au moins Winch va être flatté, il va se dire, bon voilà, on me donne de la valeur, ben je vais rentrer au pays. Mais moi, je marche pas comme ça. Donc son plan, c'était ça son plan. Faire entrer tous les activistes pour que plus personne ne puisse dénoncer. Parce que le cauchemar des tyrannies, c'est sa diaspora, c'est la diaspora. Nous sommes le cauchemar de ce système. Ils ne dorment pas à cause de nous. Et aujourd'hui, le peuple est en train de se réveiller grâce à nous, grâce au combat que nous menons. C'était ça leur plan. Nous faire entrer au pays pour museler tous les haut-parleurs du peuple, toutes les voix dissonantes. Mais le plan a échoué. Et Oligui va tomber dans bientôt. Allons-y, poursuivons. Très bien. Qui veut renchérir là? La bourse. Oui. Vas-y, le grand flanc veut renchérir, vas-y. Attends, Il faut mettre 3 minutes, le grand flanc n'était pas là. Vas-y, 3 minutes. Un peu On peut donner la possibilité aussi à Christian de parler et Giovanni. Oui, on va lui donner la parole. Si ouvre le micro, on donne la parole. Allez-y. Après, vous pouvez écrire motion en bas. Hein. Ce qui est un peu écœurant dans cette affaire, c'est que il a promis de rendre la bourse aux Gabonais, aux étudiants. Les bourses sont finies. Personne ne revendique. Personne n'explique au peuple pourquoi il ne donne plus les bourses. Il est venu nous appliquer, enfin nous donner un discours. Il a donné un discours, où il a dit un discours, il a lu un discours unique aux États-Unis, sans justifier pourquoi. S'il enlève les 6 milliards qu'il donne à ces deux femmes, enfin 12 milliards pour pouvoir payer les bourses, il n'y a pas de risque que ça ne passe pas bien. Bon, bref, ça, on n'est pas compté. Une deuxième chose qui m'interpelle, c'est qu'il demande aux Gabonais de rentrer. Le chômage qui est au Gabon là-bas, il règle ça quand? Je veux bien rentrer moi au pays. Je rentre faire quoi?